C'est bon. Bonjour à tous, donc, je suis Thomas Fournaise, je vais vous parler un petit peu de data visualisation. Lors de la keynote, ça a préparé un petit peu le terrain avec des super pie charts en 3D. On va pouvoir débattre après sur l'intérêt ou pas des diagrammes en camembert. Donc pourquoi de la data visualisation? Tout d'abord, je suis chef de projet, j'ai travaillé sur des projets autour de l'open data. J'ai mis en place la plateforme pour le groupe La Poste. Et dans ce cadre-là, le meilleur moyen de vendre de l'open data, c'est de montrer ce que ça permet d'apporter et donc de faire des data vis. Comme ça, on voit les données d'une autre manière et surtout pour la prise de décision. Donc je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai appris et comment essayer d'en faire des data vis percutantes. Donc sur le format, je vais faire du QQO-CQP parce que quand on gère de la data, c'est hyper important d'être structuré, de savoir comment on va faire pour quel est l'objectif d'une data vis? Si c'est juste faire des petits camemberts et des petites barres, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Autant aller chercher des gifs qui clignotent dans tous les sens. C'est vachement plus rapide et ça aura le même effet. Donc on va essayer de revoir tout ça. Donc la data vis, l'objectif c'est de présenter les données de manière à les rendre compréhensibles. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est pas de représenter forcément toutes les données, c'est vraiment d'en prendre la partie utile et de le faire de manière compréhensible. Et donc, dit d'une autre manière, c'est le traitement de données complexes pour les afficher simplement. Donc de temps en temps, on va voir, il y a des data vis ou des infographies où il y a énormément d'informations, ça ne sert à rien, quoi. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport à un simple tableau où on va afficher toutes les données. Donc le pourquoi de la data vis, c'est un peu ce que j'ai dit, on est dans un monde où il y a de plus en plus de données, et sur ces données, l'objectif c'est d'amener à une prise de décision. On n'affiche pas des chiffres pour afficher des chiffres. Le but quand on regarde quel est l'article qui s'est le mieux vendu, c'est pas forcément pour savoir qu'il y a plus de t-shirts qui se sont vendus. Ça va permettre d'en tirer des enseignements sur du futur et donc de prendre de la décision. Si 90% de ce qu'on vend c'est du L, ça sert peut-être à rien d'acheter 90% du stock en S. Voilà, donc le but de la data vis, ça va être d'aider sur cette chaîne, donc transformer la donnée en information, puis en connaissance, et surtout à la fin en prise de décision. Le pourquoi, donc, il y a trois objectifs derrière la data vis. Ça va permettre soit de retenir ou de mémoriser des informations de manière plus simple, également de comprendre ou d'analyser. Donc là, on est plus sur la partie action, et également de communiquer. Donc là, comme on le voit sur le tableau et le diagramme, à gauche, on a des chiffres des années avec du volume de vente ou peu importe. Et à droite, il y a un graphique. Et tout de suite, on va voir qu'il y a une tendance à la hausse, que la pente elle est constante. Là, c'est un cas assez simple, même avec le tableau, on aurait pu le voir. Mais dans des cas plus complexes, c'est extrêmement difficile à voir sur un simple tableau avec énormément de chiffres, alors que la data vis, l'objectif, ça va être de le faire de manière beaucoup plus simple. Également, pourquoi? Donc là, ça c'est le quartet d'Anscombe. Donc c'est ces quatre ensembles de chiffres qui présentent des propriétés mathématiques toutes identiques. Donc ils ont la même moyenne, la même variance, la même corrélation, la même régression linéaire. Et on a quatre ensembles de chiffres. Donc si on analyse uniquement ces données-là, on se dit, en fait, ces quatre ensembles, ils sont issus de la même série de chiffres. Alors que quand on les représente graphiquement, on se rend compte immédiatement que les quatre séries sont complètement différentes. Et là, sans la data visualisation, si on se rapproche uniquement à des données statistiques et mathématiques, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Également, avec la data vis, tout de suite, on va voir qu'il y a des singularités sur les deux graphes du bas, avec des points qui ne font pas partie du même cluster que les autres.
Également, une petite digression, c'est sur les graphiques tout à l'heure, lors de la keynote, on a parlé de pie chart en 3D. Ça, c'est quelque chose qui est hyper pratique pour fausser la vérité. Il y a Steve Jobs qui l'a fait lors d'une keynote pour gonfler artificiellement les ventes Apple. Donc il y avait un superbe, si j'avais su, j'aurais pris la photo, mais on voit Steve Jobs avec un pie chart qui représente les parts de vente Apple, Android, Microsoft, etc. Et en fait, sur le pie chart en 3D, les morceaux de camembert qui sont en bas et en haut, quand on va les regarder visuellement, ils vont représenter plus que le pourcentage réel. Et donc, comme ça permettait d'augmenter à peu près de 10 à 15% visuellement l'impression qu'Apple vendait plus. Donc ça, c'est des choses, je l'ai retiré d'habitude, je la mets. Voilà. Donc tout ça pour dire, il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges, les statistiques ou la data visualisation. Parce que c'est des choses vraiment simplement en manipulant. Je vous invite à faire le test sur Excel, vous générez des chiffres au hasard, vous modifiez l'emplacement des valeurs et vous modifiez l'inclinaison du pie chart et vous allez voir que s'il n'y a pas les chiffres à côté, on est complètement incapable de savoir quel est le pourcentage réel représenté par chaque part. Donc par contre, si un jour vous êtes un peu raide en termes de vente ou de part de marché, ça peut être très pratique pour avoir la prime à la fin de l'année ou à la fin du mois. Voilà. Donc il y a également d'autres manières de mentir avec les modèles temporels où on va zoomer uniquement sur une partie, les proportions en zoomant, en respectant pas en fait tout simplement les proportions. Donc je vends 2 fois plus, mais en réalité je vais représenter ça en faisant du x3 ou du x4. On peut mentir en masquant le point de départ des axes et donc immédiatement ça va changer la pente et donc l'impression d'augmentation en valeur. Et donc pour aider, il y a ce qu'on appelle le facteur de mensonge qui est facilement calculable. En fait, on va regarder au niveau des données, on fait le ratio entre les valeurs et on va regarder quel est le pourcentage d'augmentation. Et sur les graphiques, on sort sa règle et on regarde si c'est réellement respecté. Et normalement, le facteur de mensonge, il doit être égal à 1. S'il est égal à 1 ou très proche de 1, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. Et plus on va s'éloigner de 1, plus il y a un facteur de mensonge important. Donc là, voilà, par exemple, c'est un petit exemple. On a une première série à gauche où on se dit il y a eu une augmentation rapide et derrière une déclinaison assez lente, alors qu'en réalité, si on regarde les chiffres depuis 2009, on se rend compte que c'est beaucoup moins dramatique que ce qu'on pense, à première vue. Donc ça, c'est des choses, voilà, simplement en zoomant sur une partie des données. Voilà, là, ici, en prenant un départ à 35 000, par rapport à 0, pareil, on a une inclinaison qui est beaucoup moins importante. Il y a des gens qui ont théorisé un petit peu là-dessus. Et alors, sur les diagrammes en ligne, en général, ils préconisent que la pente la plus importante soit à peu près à 45 degrés. C'est quelque chose que l'œil comprend assez bien. Si on commence à voir la pente la plus importante qui est plus faible ou qui est beaucoup plus élevée que 45 degrés, en fait, ça a tendance à fausser notre interprétation. Donc après, charge à nous soit d'étirer un petit peu le graphique pour respecter, soit le resserrer un petit peu. Mais voilà, il y a des personnes qui théorisent sur la data vise et qui préconisent, si vous recherchez sur Internet, c'est le banking à 45 degrés. Voilà, alors là, pareil, c'est des exemples, c'est assez flagrant. De 2010 à 2013, on a un saut hyper important, mais on a mangé 2 années. Donc en réalité, ici, c'est complètement linéaire. Mais si on regarde, on jette un coup d'œil rapidement, on se dit « Waouh, il y a eu un saut du chiffre d'affaires hyper important ». Et c'est des choses... voilà, en période électorale, je ne l'ai pas mis ici, mais quand Marine Le Pen prend son graphique avec elle choisit un moment de prendre la valeur 100 à une certaine date, voilà, c'est un choix qui est fait. Et suivant qu'on va le ravancer ou le reculer, la lecture du graphique peut être totalement différente. Et tous les hommes politiques le font plus ou moins
de manière plus ou moins évidente. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. En fait, c'est se poser la question, quel est l'axe de lecture et puis surtout, quelle est l'orientation qu'on veut donner à un graphique. Voilà, là, c'est sur les proportions. C'est quelque chose d'hyper important quand vous représentez des valeurs par des surfaces. Ce qu'il faut augmenter, c'est surtout pas le rayon, c'est la surface. Si on multiplie par 2 le rayon, en fait, notre surface, elle a été augmentée par 4. Donc là, entre la valeur de gauche, j'ai augmenté le rayon par 2, mais en réalité, visuellement, on a augmenté le volume, l'espace occupé par 4. Ça, c'est certainement un des exemples une des erreurs qui est faite le plus communément, et pas forcément avec de mauvaises intentions. Également, sur la data vis, comme je le disais, le but, c'est de représenter de manière simple. C'est pas d'en faire plus pour beaucoup plus. Par exemple, ici, ça c'est un truc qui a été fait pour les JO, c'est plutôt une infographie, mais on a le graphique en bas à droite où on a le nombre d'arrivées. Et un bonhomme, ça représente 2 personnes, 2 chefs d'État. Déjà à la base, c'est un peu difficile, on ne va pas s'amuser à les compter, mais en plus, chaque bonhomme représenté, ça compte pour 2. L'intérêt du truc, à part occuper de l'espace et avoir mis des petits bonhommes colorés, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et il y en a beaucoup comme ça, surtout il y a une mode où il y a les petits bonhommes. À la limite, quand on représente 100 bonhommes avec 80 d'une couleur, 20 de l'autre pour montrer que c'est du pourcentage 80-20. Oui, mais là, dans l'exemple précédent, ça n'a vraiment aucune espèce d'intérêt. Donc je vais reprendre les 3 règles de Edward Tufte, qui est un Américain qui a beaucoup écrit et théorisé sur la data vis. Donc l'objectif, c'est de retirer le décorum et les fioritures. C'est d'essayer d'aller à l'essence même des données et de ce qu'on veut représenter. Effacer tout ce qui est redondant ou qui n'est pas de la donnée. Alors là, ça se discute parce que de temps en temps, pour lui, sur un bar graphe, il considère que la ligne de haut, c'est déjà une première représentation de la valeur, écrire le chiffre, c'est une deuxième, le fond coloré, c'est une 3e représentation de la valeur, et la barre gauche, la barre droite, ça fait une 4e et 5e représentation de la valeur. Donc il arrive de temps en temps à des graphes qui sont un peu trop épurés pour être réellement lisibles et utilisables. Et donc, par-dessus tout, montrer les données. Et donc, il s'amuse à calculer un ratio d'encre, data-encre. Donc, regardez combien d'encre j'utilise pour représenter une donnée. Et donc, pour continuer là-dessus, le but, c'est vraiment chercher la simplicité en tant que telle et montrer des choses complexes avec une économie de moyens. Voilà, là, ici, on a un graphe. À gauche, c'est ce qu'on voit assez souvent. Donc, on a des lignes pour aider à lire. On a les pourcentages, on a les mois, on a un fond coloré, on a la grille. Et à droite, on peut retirer tout ce qui servait à rien. Donc, à la fois, c'est plus élégant et on gagne en lisibilité sans perdre en compréhension. Ça, personnellement, c'est quelque chose, quand je l'ai vu, que j'aime beaucoup. C'est plutôt que de mettre les lignes noires par-dessus, réutiliser des lignes blanches qui viennent couper. C'est simple, c'est élégant et c'est hyper efficace par rapport à d'autres choses. Et sans perdre du tout en information. Pour passer sur le 3e item, donc la data vis, depuis quand ? Ça existe depuis super longtemps. Les premières cartes, c'était déjà gravé sur des pierres. Donc on a déjà de l'information de manière graphique qui existait. De toute façon, il y a un moment, les suites de chiffres, ce n'est pas très utile. Après, ce qu'on considère comme la première personne à réellement avoir fait de la data vis et des diagrammes en barre, c'est un moine qui s'appelle Oreste en 1370, donc qui représentait en axe des X le temps et la vitesse en Y pour les mouvements des planètes, si je me rappelle bien. Voilà, donc ça, c'est les premiers bar graphes, donc c'est pas vraiment tout jeune. Après, ça a assez peu évolué et la personne qui a vraiment commencé à l'introduire de manière généralisée, c'est William Playfair.
avec son traité, son atlas commercial et politique, donc qui prenait en fait une analyse de tous les échanges de l'Empire, de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Donc c'est là où on voit des premiers pie charts, des diagrammes de flux, des diagrammes en barres. Voilà. Là, c'était les tout premiers. Derrière, alors on est sur de la cartographie, représentation cartographique pour de la précision, pour de la prise de décision. C'est John Snow avec l'épidémie de choléra à Londres, où en fait il a cartographié les foyers où il y avait du choléra pour le rapprocher des puits qui étaient utilisés. Et donc il en était arrivé à la conclusion qu'il y avait un certain nombre de puits dans Londres qui transmettaient l'épidémie de choléra. Donc là, on est vraiment sur une première data vise avec de la prise de décision. Et la deuxième, c'est une infirmière, Nightingale, qui, elle, en fait, a montré avec son graphe éclaté, donc en fait, quand on fait un tour de cercle, ça représente une année. Et en rouge, c'est les personnes qui meurent de blessures directes au combat. Et en bleu, c'est des suites des blessures. Donc pour dire, son objectif, c'était de montrer qu'il fallait, lors de la guerre, arrêter de considérer en fait, qu'il y avait énormément de morts sur le champ de bataille et que les hôpitaux, les infirmières, les médecins, ça servait assez peu, alors qu'en réalité, il y en a énormément qui mouraient dans les hôpitaux par la suite. Donc là, pareil, quand on voit ça, même pour en revenir un petit peu sur le pie chart, on n'a pas une idée précise de est-ce qu'à 10 près, est-ce que c'est plus important ou pas, mais on a tout de suite une impression du ratio où on voit bien que l'aire en bleu est beaucoup plus importante que l'aire en rose et que donc il y a beaucoup plus de morts à l'hôpital que sur le champ de bataille ou lors des campagnes. Un Français, je pense que vous avez tous déjà vu ou aperçu ce diagramme de Mignard sur la campagne de Russie de Napoléon, où on voit au fur et à mesure du temps le volume de l'armée, donc en marron l'aller et en noir le nombre de militaires au retour. Donc on voit assez rapidement la débandade que ça a été. Voilà, ça c'est un diagramme. Donc il est extrêmement connu pour ça, Charles Minard, mais également il a fait d'autres choses avec de la data visualisation. Donc là on est sur de l'urbanisme, c'était pour choisir le nouvel hôtel des Postes à Paris. Et donc il a utilisé et géolocalisé un certain nombre d'informations pour trouver quel était l'endroit optimal pour le nouvel hôtel des Postes. Donc il a fait énormément de choses autour de la représentation, surtout cartographique. Il a fait aussi des diagrammes de flux sur les échanges commerciaux de la France avec d'autres pays. Donc voilà, surtout beaucoup de diagrammes de flux. Voilà, ça c'est pour représenter toutes les évolutions qu'il y a eu dans la data vise dans le temps. Et quand je l'ai regardé, je l'ai mis, mais on a un très beau mensonge dessus, où en fait on se rend compte que on a 1700 dans la première colonne, 1800 dans la deuxième colonne et 1900 dans la dernière colonne. Donc des gens ne respectent pas le nombre l'échelle du temps, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées, découvertes en termes de data vise, surtout avant les années 1900. Voilà, et après en 1950, sachant que jusque les années 1950, c'était très théorique, donc on apprenait, c'était très expérimental, on faisait, ça marchait, tant mieux. Et depuis les années 1950 surtout, il y a eu énormément de théorisation, donc avec Jacques Bertin, qui est un géographe français, sur lequel on reviendra après, qui aide sur comment faire pour choisir les bonnes couleurs, les bonnes formes, quel moment utiliser, quel bon moyen de représentation. Cleveland et McGill, deux Américains. Et derrière, c'est un petit lien sur la presse où il y a une quarantaine d'études sur la data vise, justement, par exemple aussi, sur est-ce qu'un pie chart, c'est bien ou pas. Maintenant, c'est surtout la partie, je pense, qui va vous intéresser, c'est sur le comment. Donc, comment on va faire pour représenter nos données. Le but sur une data visualisation,
Ce n'est pas simplement de représenter les données, c'est ce que je disais, c'est aussi de raconter une histoire, c'est d'amener à une prise de décision. Derrière, il y a un objectif, c'est pas simplement de faire des jolis camemberts, des jolies barres de colorés ou autre. Donc, la première question à se poser, c'est vraiment, c'est quoi l'objectif derrière? Comment mes données vont permettre de raconter une histoire à travers leur représentation graphique? Donc, on peut soit faire des data viz statiques, c'est ce qu'on fait la plupart du temps sur du reporting bête et méchant, ou derrière, si on veut que l'utilisateur soit plus maître de ce qu'il raconte, qu'il puisse fouiller les données, c'est d'essayer d'amener de l'interactivité. Il y a beaucoup de choses, je montrerai un exemple tout à l'heure sur des data viz interactives, où c'est des choses qu'on utilise assez souvent. Donc là, par exemple, c'est le Gapminder. C'est une data viz qui représente l'évolution du PIB dans le temps et corrélée avec l'espérance de vie des personnes. Donc on a à la fois le côté cartographique avec les couleurs, la population, la taille des cercles, et il y a sur le site un slider pour naviguer dans le temps, donc ce qui permet de voir l'évolution du PIB en fonction de l'espérance de vie pour certains pays. Et en fait, au moment où on arrive aux guerres mondiales ou à d'autres problèmes de ce type, on voit tout de suite des décrochages sur certains pays. C'est assez intéressant et l'utilisateur peut naviguer. Et s'il n'y a pas d'interactivité, c'est quasiment impossible à faire, sauf à faire 50 graphes qui sont mis côte à côte. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, donc on voit rapidement et donc ça permet de naviguer. Le but, c'est ce que je dis, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense qu'on y est tous confrontés. On nous demande énormément de reporting et derrière, moi ça m'est arrivé une fois, on est venu me titiller parce que sur un reporting, suivant la manière, suivant les inputs que je prenais, j'avais une erreur de 10 utilisateurs sur 200 000 pages vues. Donc autant dire, on est dans l'épaisseur du trait, mais ma maîtrise d'ouvrage me demande de rectifier, de trouver d'où vient cette erreur de 10. Donc c'est tout, j'y passe 1 heure, 2 heures, finalement je réussis à réconcilier les trucs en trichant, hein, il y a un moment, voilà. Et derrière, je demande, mais qu'est-ce qui est fait derrière avec ce reporting? Et la réponse m'a tué, véridique, c'est, je le remonte à mes chefs, et comme je n'ai pas de retour, c'est que c'est bon. Et donc, j'avais trouvé ces 2 heures très utiles à chercher une erreur. Et c'est souvent, malheureusement, le cas. C'est, comme je disais tout à l'heure, faut vraiment se poser la question de, quand on se dit quel est le produit qui s'est le mieux vendu, c'est pas forcément ça la vraie question derrière. C'est pas lequel c'est le mieux vendu, mais c'est pourquoi il s'est le mieux vendu par rapport aux autres. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Est-ce que c'était parce qu'il était sur la page d'accueil dès le début? Est-ce que c'est parce qu'il répond à un besoin des utilisateurs ou autre? Donc c'est vraiment ça la question à se poser avec des data viz et du reporting, c'est on a les données, ça s'adresse à un lecteur, donc suivant que ça va s'adresser à des équipes techniques, à du management ou au top directeur, on ne va pas forcément représenter la même chose, on ne va pas descendre dans le même niveau de détail. Et donc, derrière, la structure pourra être différente. Et si derrière, il n'y a pas ces 4 éléments-là de données, de lecteur, d'objectifs et de structure, franchement, vous reprenez, hein, c'est libre de droit. Vous pouvez faire des slides de reporting juste avec des sapins de Noël qui clignotent. On a de la couleur, on a du volume, et ça a exactement le même effet. De mon point de vue, c'est ça, parce que si c'est juste afficher des graphes, ça n'a aucun intérêt. Donc pour continuer sur le comment, on peut considérer qu'il y a cette phase donc, qui sont plus ou moins regroupables. Donc comme ça a été dit lors de la keynote, il y a une phase qui prend énormément de temps, c'est l'acquisition des données, leur transformation, les filtrer. C'est vraiment les premières phases, je vais revenir en détail derrière dessus. Après, c'est explorer les données, les représenter, affiner et éventuellement interagir. Interagir, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment si ça apporte de la valeur. Voilà. Donc l'acquisition des données, il y a différents types de données.
Il y a par exemple les données binaires, est-ce que c'est du oui, du non, des données qualitatives de type nominal, donc une liste, ou ordinale ou catégorielle. Donc une liste catégorielle, c'est, pour continuer dans l'exemple des t-shirts, S, M, XL, L. Il y a un ordre assez logique qui revient. Ça va être du plus petit au plus grand, même si ce n'est pas des chiffres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données catégorielles. Des données quantitatives avec des valeurs discrètes ou continues. Les valeurs discrètes, la taille des chaussures, les données continues, le temps. À savoir que le temps, c'est l'exemple qui vient naturellement pour des données continues, alors qu'en réalité, très souvent, c'est une donnée qu'on va discrétiser. Si on prend le chiffre d'affaires mensuel, il n'y a pas de lien entre le chiffre d'affaires du mois de janvier et le chiffre d'affaires du mois de février. Donc on est bien sur une donnée discrète. Et de temps en temps, le représenter sous forme de lignes, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà, c'est plutôt normalement une donnée discrète et représentée sous forme de barre, vu que c'est bien quelque chose de discret. Voilà un petit lien que je mets pour aller plus loin. Sur l'acquisition des données, il y a beaucoup de sources différentes qui existent. Il y a il y a soit des sites en open data, donc avec en France datagouv.fr qui regroupe à peu près 30 000 jeux de données, où maintenant ils sont en train d'essayer de les noter pour que les données soient qualifiées, parce qu'il y en a qui sont à jour de 2007, voire plus anciennes. Après, derrière, il y a d'autres sources qui existent. Je ne sais pas s'il y a des gens de la SNCF, mais il y a eu pendant longtemps le site Raildar, en fait, qui allait scraper le site de la SNCF pour récupérer les horaires en temps réel, le retard en temps réel, et qui l'affichait sur une carte magnifique. Maintenant, ce site repose sur les API de la SNCF. Donc, en général, pour récupérer les données, faut avoir besoin de scraper. Donc là, je mets quelques exemples de sites. Il y a, moi, j'utilise import.io, qui est un plugin sur Chrome et qui est assez intuitif pour être utilisé même par des non-développeurs, vu qu'on fait de la sélection sur la page, etc. Après, il y en a de mémoire, c'est Grepser et Grepser, oui, où en fait, on explique son besoin et c'est des personnes qui s'en occupent pour nous de développer le plugin de scrapping, ce qui atteint rapidement, malheureusement, ses limites. Après, sur Octoparse, sur 80legs, c'est des moteurs de scrapping, mais il est nécessaire de redévelopper ses propres plugins ou d'adapter ceux qui existent déjà. Donc, il faut déjà un bon niveau de connaissance et puis motiver. Sur le traitement des données, c'est le problème qui est souvent remonté. C'est par exemple passer du PDF vers Excel. Nos députés, la première fois qu'ils ont fait leur déclaration de patrimoine pour l'autorité de transparence, c'était du PDF. Merci la transparence. Et donc derrière, il y a des personnes qui avaient développé un outil pour que le crowdsourcer et ressaisir toutes les données de manière à ce que ce soit réellement utilisable. Donc ça peut faire partie du boulot. Il y a aussi s'assurer que les unités sont les mêmes sur tous les jeux de données, vérifier les dates, vérifier les référentiels, etc. Sur les référentiels, c'est surtout ce qui est cartographie. Suivant la projection qu'on va utiliser, les coordonnées ne sont pas du tout les mêmes. Et ça marche beaucoup moins bien d'afficher une carte quand on ne projette pas sur les bons systèmes de coordonnées. Voilà, il y a un outil qui est assez sympa, qui est OpenRefine de Google, qui est open source. Après, dans les 3/4 du temps, Excel est suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Et il faut juste aimer les recherches H, les recherches V de temps en temps, mais ça peut fonctionner. Filtrer les données, c'est se poser des questions sur la valeur des données et savoir ce qu'on va éliminer. Par exemple, dans un sondage, ne pas répondre ou répondre non applicable, c'est vraiment deux choses qui sont bien différentes. Donc, est-ce que quand quelqu'un ne répond pas à une question, est-ce que j'élimine complètement sa réponse de toutes les autres questions, ou est-ce que je prends quand même en compte ses autres réponses? Alors que non applicable ou ne souhaite pas répondre, c'est déjà exprimer un avis. Donc ça va faire partie des choses à regarder.
C'est aussi éliminer les points dont on pense ou les réponses dont on pense qu'elles sont un petit peu extrêmes. Alors, sur certains organismes de sites de sondage, ils regardent combien de temps on a mis pour répondre. Donc si quelqu'un a un sondage de 200 questions a mis 2 minutes pour répondre, on peut penser que la valeur des réponses est assez peu pertinente, donc on va essayer de l'éliminer. On va retirer ça des points, des éléments à regarder. Derrière, il y a l'exploration des données. Donc ça va être commencé, c'est pas forcément le représenter de manière graphique, ça c'est l'étape suivante, c'est vraiment calculer un certain nombre d'indicateurs, la moyenne, la médiane, le mode, l'écart type, donc plus des données et des valeurs statistiques. Sachant que, comme je l'ai montré pour le quartet d'Anscombe, c'est pas forcément toujours. Il faut faire attention à ce qu'on calcule. Il y a des exemples sur la moyenne. Quand on calcule une moyenne, c'est tout de suite faussé. Si on a les salaires, 4 salaires à 30 000 euros et un salaire à 200 000 euros, la moyenne, elle perd complètement son importance. Pareil pour la médiane, le mode, les écarts types. C'est des valeurs statistiques qu'il est intéressant de regarder. Mais par contre, il ne faut pas oublier, il faut pas regarder que ça, il faut aussi quand même jeter toujours un coup d'œil sur les valeurs qu'on a, sur les données. Quitte, moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est du piochage au pifomètre pour vérifier si ça semble correspondre ou si on n'est pas sur le cas où on a des valeurs extrêmes. Voilà, j'en parlais tout à l'heure sur l'exploration des données, le fameux graphe avec, suivant l'année où on prend la référence 100, ça ne représente pas la même chose. Aussi, comme ça aussi, quand on prend comme point de référence 100, en général, c'est plutôt pour comparer sa propre performance à soi-même dans le temps. Parce que comparer deux indices 100 entre eux, on ne sait pas en fait unitairement ou en valeur absolue à combien on était. Si moi, je représente 1% de part de marché, mon unité, je prends comme référence 100. Si l'année suivante, je suis à 2%, j'ai doublé. Alors que quelqu'un qui est à 50%, qui prend sa référence comme valeur, cette référence-là comme valeur 100, s'il fait plus 5%, l'augmentation, c'est un pouillem. Et pourtant, il a augmenté. Moi, quand j'ai augmenté de 1%, lui a pris 5% de part de marché. Donc là, c'est le principal défaut que je ferai, c'est que comparer des valeurs relatives, et qui ne sont même pas relatives entre elles, ça a vraiment assez peu d'intérêt. Voilà, parce que si ça se trouve, l'Allemagne, en valeur de production, ils étaient 3 fois moins performants que nous au début de la courbe. Bon, j'imagine assez peu, mais voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles faut faire attention quand on est sur des valeurs, des représentations relatives. Voilà, soyez vigilants là-dessus. On va en arriver un petit peu sur derrière qu'est-ce qui compose une data vise. Donc en général, il y a une partie qui est invariante. Donc là, je recopie et je reprends allègrement Jacques Bertin qui a théorisé là-dessus. C'est sur les questions à se poser. C'est les composantes. Qu'est-ce qui va varier sur ma data visualisation? Quel est l'élément que je veux montrer qui va varier? Et au contraire, qu'est-ce qui ne va pas bouger? Donc l'exemple qu'il donne, c'est par exemple l'action X au cours de clôture en euros. Mais derrière, on peut représenter en fonction de quelle bourse, Paris, Londres, le cours de clôture en euros, donc on fixe bien la devise. La clôture, ça implique un jour, une heure et une action. Mais on pourrait choisir de comparer différentes actions, de comparer différents cours de clôture ou de cours d'ouverture, etc. Donc c'est vraiment la première question à se poser. C'est qu'est-ce que je veux représenter, sachant qu'en phase d'exploration et d'expérimentation, on n'est pas obligé de se fixer, et même au contraire, c'est plutôt intéressant de faire varier un maximum de choses, de prendre plusieurs représentations pour regarder quelle sera au final la représentation la plus pertinente. Il n'y a plus de micro. Fatigué. 1, 2. 1, 2, il est vert, mais il ne marche plus. Si, c'est bon.
c'est bon. Après, sinon, il faut la voix qui porte. Il y a du retour. Donc, ensuite, Bertin, en plus d'avoir théorisé sur la manière de représenter, il est surtout connu pour ses variables visuelles, où en fait, il a classifié l'importance, la manière dont l'œil va capter l'information. L'œil capte de manière beaucoup plus facile les formes. Donc tout de suite, sur un graphe, on va repérer en premier les formes. Ensuite, c'est la taille des objets qu'on va repérer. La saturation, donc voilà la manière dont la couleur est dégradée du blanc au noir. Ensuite, l'orientation, la couleur, la position et la texture. Alors là, la texture, comme on voit, c'est bien risqué parce que suivant le support, ça passe ou ça passe absolument pas. Voilà, donc ça c'est classé de la manière dont l'œil repère le plus facilement de l'information. Sachant qu'ensuite, suivant le type de données, tout ne va pas s'appliquer pour représenter, par exemple, si je veux représenter des valeurs plus ou moins importantes, choisir que tout ce qui est de 0 à 5, c'est vert ou c'est un cœur, tout ce qui est de 5 à 10, c'est rouge ou c'est un rectangle, c'est complètement illisible. Donc en fonction du type de données qu'on veut représenter, il a aussi indiqué la manière la plus pertinente de le faire. Donc ça, je vais passer, hop, ça c'est la théorie, c'est du blabla. Et donc en fonction du type de données, si c'est de la donnée nominale, donc on peut passer, c'est d'abord la position, la taille, etc. Ordinale, quantitative, donc il y a des choses, on le voit tout de suite, la forme, l'orientation, ça s'applique que pour des données nominales. Donc si je veux représenter les lieux de production de charbon en France, là où il y a des productions de vaches ou autres, on peut faire un petit symbole rapidement et en plus, ça va faciliter la lecture. Voilà, il y a... Donc derrière, la question qu'on se pose tous, c'est quelle représentation utiliser. Donc les questions à se poser, c'est quel est l'objectif de ma data vis? Est-ce que je veux représenter une relation, une distribution, une évolution, comparaison? Donc la question à se poser. Ensuite, quel type? Est-ce que je vais faire un diagramme, un réseau, une carte ou autre? Combien j'ai de composantes? Donc les composantes, c'est combien d'éléments je vais faire varier, sachant qu'au-dessus de 3 éléments à faire varier, ça devient quand même assez difficile à représenter. Le micro, Et la longueur des composantes, en fait, c'est combien d'éléments j'ai dans ma série. Sur une taille de t-shirt, ça va de XL à 2XS à XL, on est sur 5 éléments, ça va. Pour certaines valeurs, il y en a beaucoup plus. Et donc, suivant le type, la longueur des séries qu'on va représenter, on ne va pas forcément utiliser la même chose. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques exemples de types de représentation. Pour des données... C'est trop facile quand ça se passe bien. Il y a des lignes continues, donc pour les données temporelles, c'est plutôt des lignes continues, des aires empilées, des graphes en barre. Donc là, voilà, ça c'est des choses qui sont vues et revues, ou des nuages de points. Ça peut être, là on ne le voit pas très bien, mais en fait, autour du graphe, on voit un nuage de points pour représenter l'évolution, et en fait, c'est juste une régression linéaire, la ligne qui apparaît. Pour les proportions, les camemberts ou les pie charts, c'est quelque chose qui peut être utilisé, mais c'est à peu près le seul cas. Le but du camembert, c'est pas de représenter quelque chose d'exact, c'est plus de voir, voilà, c'est quelque chose, c'est majoritaire, il y a telle partie qui est majoritaire, ou c'est à peu près équivalent, mais ça va pas être pour savoir si c'est 50% et l'autre c'est 50,5%. C'est invisible sur un pie chart, donc ce n'est pas l'intérêt. Le but, c'est de présenter quelque chose de niveau macro.
J'insiste dessus beaucoup, mais en fait, c'est pas celui que j'utilise le plus. Je suis pas un ardent défenseur non plus. Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est les tree maps où en fait on va regrouper des éléments par aire avec derrière les sous-éléments qui représentent des sous-ensembles. Donc ça permet d'avoir une vue macro et micro en un seul coup d'œil. Pour les relations, les nuages de points, les petits multiples, ça c'était les premiers horaires de train de la manière dont ils étaient présentés et tracés. Donc on a de gauche à droite le temps qui passe, verticalement les arrêts, et donc derrière chaque ligne c'est un train qui circule, et donc ça permet de voir si on a ou pas sa correspondance, à quel moment il faut passer, etc. Ça c'est des choses assez rigolotes qui existent. Les petits multiples, ça c'est quelque chose qui est assez utilisé, surtout en phase d'exploration. C'est représenté en fait pour tous ces couples de variables, on fait un graphique et derrière on représente tout de suite les informations et ça permet de comparer sur un seul graphe énormément d'informations. Finalement, il y a le stemplot qui est assez sympa aussi, qui est à la fois du bar graph, mais avec le détail des valeurs collectées. Donc là, c'est l'exemple qui est pris pour les tailles. Et on voit qu'il y a plus de personnes qui sont dans la 1m40, 1m50, et à la fois, on sait qu'il y en a un qui fait 2 qui font 1m42, 2, 1m46, etc. Donc ça, c'est une manière de représenter, de grouper les données. Les différences, les heatmaps, c'est toujours assez intéressant. Les visages de Tchernov, pour ceux qui arrivent à les lire. Le but, c'est de jouer sur les similarités ou les dissimilarités entre les sourcils, la forme de la tête, la forme du menton, la forme de la bouche, la forme du nez, la forme des yeux. Et on est censé voir assez facilement qui se ressemble ou qui s'assemble. Personnellement, j'y arrive toujours pas. Voilà, mais c'est des choses qu'on voit. Et après, pour tous ceux qui ont fait une fois un appel d'offres, le diagramme en étoile. Sur les cartes, il y a la carte choroplète qui est hyper utilisée, donc on va représenter les couleurs, chaque département va avoir une couleur en fonction de la valeur. Et surtout quelque chose qui est pas toujours facile à faire, mais généralement les cartes on les fait sur des unités géographiques et politiques. Et quand on veut comparer des choses, par exemple, là, c'est en Italie, c'était le nombre de séismes et leur importance. Pourquoi on irait le mettre sur une ère politique? Je veux dire, le politicien, pour une fois, théoriquement, il n'a rien à voir avec les séismes et leur importance. Donc, en fait, on fait des grid squares ou des mesh maps et où on va recouper en fait le pays ou l'aire géographique en carrés de même surface. Et donc là où, par contre, c'est pertinent. Pareil, pour voir l'évolution des populations, plutôt que d'être sur des aires géographiques, sur des aires politiques, se mettre sur des carrés de 1 km², par exemple, c'est beaucoup plus pertinent. Après, il y a les cartes, les anamorphoses ou cartogrammes. Donc, en fait, si on va faire jouer la taille de la carte en fonction d'éléments. Et par exemple, sur les cartes, il me reste 6 minutes pourtant. Sur le temps, la carte la plus connue, c'est les cartes isochrones. Où là, en ce moment, avec le TGV pour Rennes, il y a la SNCF qui a sorti sa nouvelle carte isochrone où on voit que Rennes est beaucoup plus près de Paris que d'autres villes. Un tableau, un graphe d'aide à la décision. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'utilise souvent en fonction de la relation, de ce qu'on veut représenter, du nombre de variables. Ça propose un certain nombre de graphes qui peuvent être utiles. Voilà, on tombe sur les graphes assez classiques, mais pour tout ce qui est en phase exploratoire, c'est très pratique. Je voulais, comme on nous a dit, d'être un petit peu sur le thème chimique. Le premier tableau de Mendeleïev, qui était comme ça, qu'on a tous appris à l'école, mais qu'en fait on n'a jamais vu comme ça c'était le premier. Et en réalité, c'est surtout comme ça qu'on le connaît. Donc on voit qu'il y a eu un gros travail pour représenter énormément d'informations de manière simple. Voilà. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, ça c'était une table interactive, mais je ne vais pas aller dessus. On va essayer de
raccourcir. Sur le comment, alors c'est une liste à la Prévert d'outils. Il y en a qui sont assez sympas, donc D3JS, et si vous aimez mettre les mains dans le cambouis, mais c'est de l'artillerie lourde, quoi. C'est pour sortir, si c'est juste pour sortir une ligne ou un bar chart, c'est pas la peine. Il y a CartoDB, Tableau, Data Wrapper. En ligne, un que j'aime beaucoup, c'est charts.lifegap.com parce qu'il permet de personnaliser énormément de choses, y compris de faire repasser, tout à l'heure je vous ai montré, pour avoir du surlignage en blanc pour couper. C'est un des rares outils qui permet de le faire. Donc tout de suite et en ligne, et c'est hyper intuitif, c'est facile. Derrière, Excel, quoi, surtout Microsoft, avec des outils type Power BI, Power Map ou des add-ons, ça permet, comme maintenant on a de l'artillerie lourde pour faire à peu près tout et n'importe quoi, et sans être développeur ou être un expert de la manipulation des données. Voilà, et un outil d'aide à la décision pour choisir le bon outil en fonction de ce qu'on veut faire. Les informaticiens sont fous. Donc où utiliser la data vise dans des reportings, dans des journaux, dans des infographies et surtout partout dans le monde. Donc par contre, attention, j'en avais pas parlé avant, je le gardais pour le où, sur le choix des couleurs. Elles peuvent avoir, elles ont une signification différente en fonction du public auquel on s'adresse, en fonction de la culture, de la religion ou autre. Les couleurs n'ont pas du tout le même sens. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Également, je ne l'ai pas mis là, pour l'accessibilité, il existe un site super, je le rajouterai, c'est Color Brewer, qui aide à choisir ces couleurs pour toutes les représentations graphiques. C'est pour ça que sur les datavises des journaux, on retombe souvent sur les mêmes couleurs. C'est pas que c'est des fainéants, en fait, c'est juste que c'est pensé accessibilité. Pour finir, ne perdez pas de vue l'objectif de votre audience, choisir le bon type de graphique en fonction du message qu'on veut faire passer, la bonne couleur. Mettez en avant l'information, ça ne sert à rien de mettre X 1000 données sur une data vise. La forme suit la fonction, donc c'est vraiment bien un objectif. Et il faut fournir le contexte de ces données, parce qu'une data vise sans source, c'est des données qu'on a manipulées et qu'on a fait mentir, de base, premier réflexe. Et l'interactivité uniquement si nécessaire. Voilà. Je vais finir sur ça. La data vise ne cherche pas la simplicité en tant que telle. Elle cherche à montrer des choses complexes avec une économie de moyens. Voilà. Comme on est tous des informaticiens, on est des feignasses, on ne cherche pas à en faire plus et on fait le strict nécessaire. Et on utilise. Je finis sur une petite note de pub avec l'accord du Basecamp. On organise un salon autour de la donnée à Nantes le 19 septembre, donc n'hésitez pas à aller voir, à proposer des talks et à venir participer. Voilà. Pile poil dans les temps. Il y a des liens qu'on n'aura pas le temps de voir, mais qui sont intéressants. S'il y a des questions, de quoi? La slide des liens pour la photo. Vas-y, une question. De quoi? Ouais, alors la question c'est pour les personnes daltoniennes sur le choix des couleurs. Alors je ne maîtrise pas à fond le sujet et ni les différents daltonismes qui existent, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait certaines personnes ne percevaient pas toutes les mêmes choses. Normalement, le premier site Color Brewer, justement, liste les couleurs et on va plutôt être sur des dégradés, donc plutôt, même si c'est des couleurs différentes, mais qui sont dans des niveaux de saturation différents, ce qui fait que les personnes daltoniennes vont quand même percevoir la différence de saturation. Et donc, au lieu de voir un dégradé de bleu ou du bleu et du rouge, il verra un dégradé de gris, par exemple.
Voilà. Par contre, on atteint ses limites au-delà de 5 couleurs différentes de mémoire sur le site. C'est suivant qu'on veut montrer, quoi, suivant ce qu'on veut montrer, le nombre de valeurs à représenter. Il indique si c'est compatible avec les PC, compatible avec l'impression, etc. Franchement, le premier lien, c'est obligatoire, quoi. Il n'y a plus d'excuses pour les personnes dans la salle. Oui. D'autres questions? Sur la droite. Oui. Pour moi, D3JS, pour l'utiliser, c'est de l'artillerie hyper lourde. En fait, ça m'est même arrivé de feinter. En fait, ça va permettre de manipuler D3JS, ça manipule il y a deux fonctions, les éléments, manipuler le DOM et apporter énormément de fonctions de calcul pour créer des graphes. Par exemple, pour faire un pie chart, vous rentrez vos données, il va calculer les angles pour vous. Donc on n'est pas obligé de redévelopper. Donc c'est utile quand on va faire des choses comme ça, mais les trois quarts des trucs que je fais en D3JS, je saurais le faire avec du jQuery par exemple. Voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée. Chart.js, l'avantage c'est que on va rentrer ces données, indiquer le type de graphe et ça va le mettre directement. Dans D3JS, quand je fais un bar chart, je lui dis tu vas me tracer une première barre, donc un premier rectangle à telle position, de telle hauteur, etc. C'est hyper chiant. Et ça non, c'est vrai. Et par contre, ça m'est arrivé de générer mon graphe directement, de le faire en SVG. Je mets mon SVG dans ma page et derrière, je vais le manipuler avec des 3JS ou jQuery pour le modifier, rajouter l'interactivité ou d'autres choses. C'est là où ça devient hyper puissant, c'est surtout pour tout ce qui est carte, parce qu'il fait des calculs, en fait, il transforme les coordonnées latitude, longitude en coordonnées pixels sur l'écran. Et donc ça, par contre, c'est hyper puissant quand on récupère des listes de coordonnées. On n'est pas obligé de se prendre la tête à recalculer. Et voilà. J'ai vu quelqu'un qui levait la main par ici. Ouais. Oui. Il y a... J'ai Vega, par exemple, qui a un niveau plus fonctionnel par-dessus, et où en plus, ils ont un éditeur de code en ligne. Donc on choisit son type de graphe, on met ses premières données, on modifie les paramètres à la volée, on a le résultat qui s'affiche, on sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, et on met ça dans son script. Non, mais D3, c'est très puissant, ça permet de faire des trucs super, mais c'est voilà, quoi, c'est vraiment à bien penser au départ l'utilisation. Fini là-dessus, je ne sais pas où on en est niveau temps. Ok, merci à vous.